Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Out of the Ring Podcast, l'émission qui vous parle des sports de combat. Aujourd'hui, l'équipe est au complet. Bonjour Monsieur N. Bonjour Thierry. Comment ça va ? Ça va et toi ? Super. Et aujourd'hui, il est là, enfin. Thibaut, salut. Salut Thierry, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, nickel, c'est nickel. Aujourd'hui, chers amis, nous avons un gros programme qui nous attend, puisque cette semaine, nous allons vous parler du débrief de WrestleMania 35. Nous allons parler des résultats et analyser les matchs. Nous vous donnerons chacun votre avis, notre avis. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah oui, toujours. On est prêt. Bon, on va pas tarder plus longtemps et on va commencer directement avec WrestleMania 35 qui a eu lieu le dimanche dernier, dimanche 7 avril. Un show, le plus long show qu'on ait pu avoir d'ailleurs comme pay-per-view. Tout à fait. Tout à fait. Il a duré au moins 8 heures. Ouais, c'est Ça a été très 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 long. On va commencer avec le kick-off déjà, Oui, c'est en ça. apéritif. Tout à fait. Alors nous avons eu le tout premier match, à savoir le match pour le titre Cruiserweight, Buddy Murphy contre Tony Nese. Déjà, il faut savoir que c'est Tony Nese qui a gagné le titre Oui, c'est ça. au niveau des résultats. Qu'avez-vous pensé du match, messieurs ? Ben, on peut s'attendre toujours à du grand spectacle. J'étais très surpris de voir Tony Nese remporter le titre, vu que Buddy Murphy faisait un excellent champion, et ça depuis Neville. On n'a jamais eu de meilleur champion depuis, quoi. Et c'est vrai que voir Tony Nese remporter le titre, je ne pensais pas si important que ça, vu que je ne regarde pas quotidiennement 205 Live, enfin hebdomadairement je veux dire. Et, mais comme d'habitude c'était un excellent match, hein. On peut s'attendre que du meilleur en fait, de la part des Cruiserweights. C'est juste dommage qu'ils ont une diffusion, une heure de diffusion qui n'est pas très pratique pour Ouais. On en avait déjà pour avoir une belle parlé audience, avec Monsieur N justement sur le Mm. souci de 205 Live qui n'était pas assez mis en avant. Et toi du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Alors, je suis plutôt du même avis que Thibaut là-dessus. Donc, effectivement, c'est un match de qualité en termes techniques, très intéressant. Donc, deux catcheurs aériens assez sympas. Bon, après, en ce qui concerne le storytelling, enfin tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que 205 Live ne bénéficie pas d'une mise en avant assez importante aujourd'hui C'est ça, pour pouvoir c'est ça. mettre en valeur ces rivalités. Donc c'est vrai que voir Tony Nese remporter le titre, c'est une surprise. Après, j'avais espéré que Buddy Murphy le conserve. Donc on verra pour la suite. On espérait tous une adviendra. victoire de Buddy Murphy quand même. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, il est tellement crédible en tant que champion que de le voir perdre le titre, c'est sûr que ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. Bah, j'étais beaucoup fan de Cedric Alexander, son prédécesseur, c'est sûr. Mais Buddy Murphy, il s'affirmait tellement en champion que tu ne voyais personne pouvoir le battre, quoi. Ah, nos amis australiens devaient être déçus aussi. Ouais, je pense aussi. Mais bon, il n'y a pas eu que ce match-là pendant le kick-off. Il y a eu aussi les deux Battles Royale. Donc d'abord, il y a eu le Women's Battle Royale avec Carmella comme, j'allais dire championne, mais non, elle a juste gagné le trophée. Ouais, gagnante du trophée. Voilà. Et Monsieur N, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Alors du coup je ne pensais rien avant le match et à la fin du match j'en pense encore moins, c'est-à-dire que Carmella pour moi c'est une vraie surprise. Alors une surprise pas tant que ça puisqu'on sait, enfin on se doute depuis quelque temps qu'elle est bien vue par les officiels puisqu'elle a réussi donc, tout de même à battre Charlotte, c'est ça, ou Asuka pour le Les titre deux. championne. Oui, les deux. Donc du coup voilà, donc je sais pas ce qu'ils veulent faire avec elle, ce qu'ils veulent prouver. En tout cas, le résultat est une surprise. Après de là à m'extasier de la victoire de Carmella, pardon. Non, je ne suis pas fan de cette catcheuse. Donc après on verra bien. Oui, c'est vrai que c'était une surprise puisque On avait misé. on envisageait ouais. tous de voir Asuka Asuka, gagner oui, Pour bah oui, compenser évidemment. sa perte de titre à SmackDown. Voilà, à la qui veille une de fois de plus WrestleMania. du coup se fait avoir parce que Carmella, voilà, c'est un peu la edge féminine qui gagne au dernier moment. Je n'irai pas jusque-là pour la comparaison, mais Mais oui. voilà, on va dire que Dans la fourberie, si je puis Oui, dire. c'est ça, dans la fourberie, dans l'opportunisme, etc. C'est un peu ça que tu voulais dire, Thierry, je Oui. pense. Après, c'est vrai que, d'ailleurs, Monsieur N, lorsqu'on avait fait les pronostics, tu te demandais de l'intérêt d'un Women's Battle Royale. Bah, c'est vrai qu'on a bien vu que c'était pour faire catcher tout le roster féminin, C'est ça, c'est pour ça. leur offrir un peu de certainement. de temps d'antenne, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, on était tous surpris du résultat, mais un autre résultat qui ne nous a pas vraiment surpris, c'était la deuxième Battle Royale, l'André the Giant Battle Royale. Aïe, aïe, aïe.
Alors, avec la victoire de Braun Strowman. Donc je sens que tu as quelque chose à dire, Thibaut. aïe, aïe. J'étais partant pour Kevin Owens, mais c'est vrai que Braun Strowman me semblait le choix le plus évident. Parce que c'est vraiment lui qui était le plus mis en avant dans toute cette histoire justement du Battle Royale Andre the Giant. Parce qu'il il a eu toute une storyline avec ces deux présentateurs que je ne connais pas. Ouais, que Euh, personne c'est- connaît c'est- de niveau France en tout C'est cas. ça, c'est ce qui est marrant, c'est qu'en fait, WrestleMania est censé être un show international. C'est censé être un show international, j'ai pas tort. Oui. Il y a des Oui. fans qui viennent qui viennent de vraiment à travers le monde pour venir voir à WrestleMania. Et justement, ils nous ramènent deux présentateurs américains que Ça, on connaît faut- forcément Faut pas. pas Et- oublier que ça se passe aux États-Unis, donc c'est normal qu'ils ils vont pas ramener Yann Barthès de TMC. Non, je suis d'accord là-dessus, mais bon, voilà. Yann Barthès devant Braun Strowman. quand tu fais un Ouh. Quand tu fais un show international, tu ramènes pas forcément des personnalités américaines que personne connaisse, quoi. Après, il faut Et, savoir que Braun Strowman, quand même, ça fait presque 3 ans, 4 ans qu'il a essayé de gagner cette Battle Royale qu'il ne l'a jamais gagné. Donc voilà, au moins c'est fait. Oui. Ils vont pouvoir faire gagner une autre personne parce que voilà. Ouais, Quitte à choisir, parce que- je préfère Braun Strowman à Mojo Rawley pour Ouais, ma part. Hein. non, je suis d'accord là-dessus, mais je suis tout du ce que même je veux, avis. ce que je trouve décevant par rapport à ce Battle Royale, c'est qu'en fait, tout tourne autour d'une storyline, quoi. C'est-à-dire, tu pouvais pas t'attendre à n'importe qui si ce n'est Braun Strowman, quoi. Oui, bah après, disons que c'est un peu un amuse-gueule puisque c'est en pré-show, donc faut pas t'attendre non plus à, Oui, non, ça c'est à sûr. plus de suspense. Et puis il y a aussi une raison, alors après je sais pas si c'est pour ça, mais ces derniers temps Braun Strowman a été beaucoup décrédibilisé, avec notamment ses défaites contre Braun Strowman, Braun Strowman qui bat Braun contre Strowman. lui-même, non, contre Brock Lesnar, pardon. Et c'est vrai qu'ils se sont évertués depuis quelques années à construire un monstre digne de sa taille, et au final ils ont un petit peu détruit son personnage, Mais- sa crédibilité, Mais ça, je pense que c'est. avec sa rivalité avec Brock Lesnar. Donc c'est pour ça que je pense que cette victoire vise aussi à, d'une certaine manière, le Mais- recrédibiliser. Bah ça, on verra plus tard par rapport à Crédibiliser. l'après WrestleMania Après, parce qu'il s'est passé des choses justement. Ouais, avec Braun Strowman. justement. Mais après, je pense que le fait que Braun Strowman s'est fait ridiculiser face à Brock Lesnar, ça fait justement écho à son attitude en backstage. On va pas revenir là-dessus, mais bon, je pense que le coup de son dépush, c'était par rapport justement à son attitude en backstage. Ouais. Et je pense que peut-être qu'entre-temps, il a changé de comportement. Bonne conduite. Et voilà, une bonne conduite. Et c'est ce qui a Ouais. donné cette victoire au Battle Royale, je pense. Bon, bah en tout cas, on espère que la suite sera un peu plus intéressante pour le personnage. Et un troisième match, quatrième d'ailleurs, qui m'a d'ailleurs surpris parce que je pensais qu'il allait être dans le show principal, c'est le match pour le titre Raw par équipe. Oui. The Revival est contre Major Brothers avec la victoire des Major Brothers. Alors, en 2 mots, qu'avez-vous pensé du match? Alors, d'un côté, c'est assez compliqué parce qu'il y a une partie de moi qui dit que voilà, qui était pour The Revival, mais il y a une autre partie de moi qui comprend le choix des Major Brothers parce que voilà, ils ont créé toute une storyline sur le fait que Kurt Hawkins c'est une série De défaites. et ça paraissait logique qu'ils gagnent à WrestleMania, forcément. Mais d'un autre côté, on a The Revival qui est forcément la meilleure équipe actuellement dans la division par équipe à Raw. C'est un peu triste de les voir perdre le titre, surtout que voilà, ils ont fait beaucoup de chantage à la WWE, comme quoi ils se barraient de la WWE si jamais ils n'avaient pas de match de titre, enfin s'ils n'étaient pas un peu mieux mis en avant, quoi. Les Major Brothers? Non, Les Revival? les Revival. Après, c'est vrai que bon, on a tous nos sources d'informations. Après, il y a des informations qui des fois sont vraies, fausses. Mais c'est vrai que là, voilà, Major Brothers pour moi c'était une grosse surprise. Le match était quand même plaisant à voir hein, pour un match pré-show. En tout cas, ça te donnait un petit aperçu du show principal. Voilà, bon, triste pour les The Revival, mais voilà, à voir ce qu'ils vont prévoir pour la suite. Et Oui. toi, monsieur N, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, le simple fait de voir les titres par équipe défendus dans le kick-off, c'est assez révélateur, je pense, de l'intérêt qu'il porte à la division par équipe ces derniers temps à la WWE. Et quand on dit il, c'est surtout Vince McMahon parce que Ouais, c'est lui voilà. qui a le contrôle justement sur le booking de la division par Donc, équipe. c'est un peu désolant, mais de toute façon, tout a été dit. Hein, quand on regarde le fait que les Revival aient remporté déjà leur titre par équipe parce qu'ils ont dû se plaindre, Oui, c'est ça. je trouve que c'est dommage, c'est gâcher un petit peu un talent. Ils auraient dû les gagner bien avant.
qu'il commence à se plaindre. C'est ça, Mais c'est bon, ça. du coup, ça Mais participe pas à consolider un règne, si tu veux, pour l'amener à WrestleMania de manière, on va dire, plausible. Après, Et ça, fait- c'est ce que je trouve décevant. Alors après qu'ils les perdent contre une équipe comme les Major Brothers, alors déjà, ça, je sais pas d'où ça vient, cette... Ah bah c'est Voilà. leur nom par équipe qu'ils ont depuis qu'ils ont commencé justement à la WWE aussi, les Major D'accord. Brothers. Alors ça, voilà, je l'ignorais. Mais Avant en que tout ce soit cas, les Edge Heads, bien sûr, c'était... En tout cas, on va dire que pour le storytelling, c'est rigolo, parce que c'est une équipe qui était de losers, hein, littéralement. Oui, bien sûr. Alors c'est rigolo, c'est un peu téléphoné, mais du côté des Revival et de la qualité, on va dire, in-ring, je trouve ça un petit peu décevant quand même, parce que cette victoire des Major Brothers ne participe pas à revaloriser, pour moi, les titres par équipe. Mais ça fait partie des principes de la malédiction de tout catcheur de la NXT venant dans le main roster, justement. Ouais. C'est que... Ah oui, oui. Ça, malheureusement, je pense qu'on a eu plusieurs exemples et ça va continuer et encore. On aura toujours des exemples de catcheurs qui ont mal réussi leur et leur qui ont mal transfert. géré parce que Ouais. justement, vu que les bookers à la NXT, ils sont différents de ceux dans le main roster, La vision est différente. les bookers du main roster, ils savent pas quoi faire avec ces nouveaux Mm. arrivants. Donc, Bon, bah en tout cas, oui, on a fait un petit tour par rapport au pré-show pour nous mettre en bouche, mais là, on va attaquer le gros morceau, à Mhm. savoir WrestleMania 35. Avant de parler des différents matchs, qu'avez-vous pensé du show en général, Monsieur N? Alors, ben, moi, pour tout te dire, au début, alors, à la simple lecture des résultats, dans un premier temps, j'ai été agréablement surpris de constater que le show était intéressant, puisqu'on a eu des bons résultats, enfin, qui étaient plutôt plaisants et satisfaisants. Et après, j'ai regardé le show, et là, quand j'ai vu le show, ben, pour moi, ça a été une déception. Déception par rapport au contenu, du coup. Par rapport au contenu du show. Content du et résultat, mais pas des matchs. Voilà, Mm. au show dans son entièreté, on y reviendra plus en détail. D'accord. Et toi, Thibaut? bah, je suis tout à fait d'accord avec N par rapport à son jugement sur le show. Je pense avant tout que les résultats ils sont satisfaisants, mais c'est l'organisation et l'ordre des matchs qui me fait tiquer parce que franchement, on se retrouve avec 2 matchs de championnat mondial avant des matchs de titres secondaires comme le titre par équipe féminin ou le titre intercontinental. Hmm. Oui, même États-Unis, quoi. Pour toi, ça posait problème. Ça pose énormément de problèmes parce que l'ordre des matchs, c'est important. C'est ce qui fait monter l'adrénaline, c'est ce qui fait monter justement le climax. Et justement, tu nous fais sourire pendant 5 minutes avec des matchs de championnat où tu as les gentils qui gagnent. Et ensuite, tu retombes dans la nuit directement avec un match pour le titre intercontinental ou États-Unis qui dure même pas 1 minute, quoi. Alors moi, je vous rejoins sur les résultats qui m'ont aussi convaincu. Pour le contenu, je te rejoins aussi, Nico, sur certains contenus, pas tous. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Thibaut, au sujet de l'emplacement des championnats qui posaient problème. Car pour ma part, le show était tellement long, il y avait tellement de matchs prévus, que ça faut savoir que le main event a eu lieu, il devait être minuit à peu près, et qu'à la fin, alors que tous les Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey se démenaient pour offrir un beau match, tout le monde était Fatigué. à plat Oui. et fatigué. Et justement, pour rapport au premier match, puisque là on va enchaîner directement avec le premier match qui a eu lieu dans ce WrestleMania, à savoir le match pour le titre Universal entre Brock Lesnar et Seth Rollins. Moi je vous avoue que j'ai un petit peu suivi le début du show avant de me coucher, donc il était 1h du matin. C'est vrai qu'au début tu t'attends à un début de WrestleMania avec des stars qui arrivent et tout, on a eu droit à Hulk Hogan et tout, mais finalement ils sont pas partis dans un segment qui durait 1 heure, et ça je trouvais que c'était voilà. Et ils sont pas partis dans un délire de WrestleMania 30 en fait. Voilà, ils sont pas partis dans un délire de WrestleMania 30, et d'un coup, t'as Paul Heyman qui arrive, frustré, qui explique qu'ils sont même pas dans le main event, et alors qu'ils vont pas se casser le cul à combattre toute la soirée, donc du coup, il a dit, allez, on envoie le match, on plie le match, et ensuite Brock Lesnar prend l'avion pour Las Vegas, et apparemment c'est vrai, il a pris, d'après certaines sources, il aurait vraiment pris un avion pour Las Vegas, il se serait barré du show, quoi. Donc, je vous avoue que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, pourquoi pas. J'avoue que j'ai été assez surpris, donc bon, par rapport au contenu du match, on va rentrer dans le détail. Mon cher Thibaut, qu'as-tu pensé du résultat et du contenu? Alors, le contenu, fallait s'y attendre à un match de cette envergure parce que Brock Lesnar est Brock Lesnar, c'est un destructeur. On peut même pas forcément le considérer comme un catcheur, on peut le considérer comme un athlète. C'est un combattant. Il est venu pour botter des culs, tout simplement.
Et d'un autre côté, on a Seth Rollins qui a promis qu'il ferait tout pour battre Brock Lesnar, et il a vraiment fait tout pour battre Brock Lesnar, c'est-à-dire faire des coups bas. Et surtout que quand on voit que Brock Lesnar l'a tabassé avant même le début du match, on peut se dire que le coup bas qu'il a donné pour remporter le titre, c'était mérité, quoi. C'est justement qui sème le vent récolte la tempête. Et je pense que justement, il a créé un putain d'ouragan, Brock Lesnar, pour réussir à perdre le titre face à Seth Rollins avec 3 carpsons en plus. Trois finishers. C'est Ouais. ça. Bah, parce que Ok. peut-être que c'était en gros pour montrer que c'était le seul moyen de battre Brock Lesnar, Oui, c'est d'enchaîner ça. 3 finishers. Mais après, moi pour ma part, je t'avoue, je suis un petit peu déçu du contenu du match que j'aurais. Par rapport, si je devais faire une toute petite comparaison sans m'attarder sur le match pour le titre WWE, tu vois, le match pour un titre WWE, que c'est un match vraiment pour un titre, un match technique, un match avec du suspense. Moi, les matchs pour les titres universels, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pareil, et surtout avec Brock Lesnar, c'est des matchs qui durent pas très longtemps, c'est des matchs qui n'ont pas la même saveur de technique, et techniquement, et là, une fois de plus, ça a été la même chose, c'est on donne le titre universel à tel ou à tel, on le donne à Bill Goldberg, on le donne à Roman Reigns, et là on le redonne à Seth Rollins. Je pense que c'est un peu le but quand des bookers voulant le donner à Seth Rollins, justement, c'est de passer à une autre étape. Bah, ils auraient pu passer à une autre étape en faisant un bon match, quitte à rogner dans le match Triple H Batista qui a duré presque une demi-heure. Oui, mais il faut prendre en compte le facteur Brock Lesnar qui se barre à Las Vegas. Il avait envie de terminer ça vite fait, bien fait, et Ouais. sans se blesser ou quoi que ce soit. Donc évidemment, il fallait Bon, bâcler après, le match. voilà, le match est passé. Maintenant, voilà, on va avoir enfin je l'espère, des défenses de titre un peu qui ont un peu plus de gueule. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur N? Alors, je suis plutôt d'accord avec vous donc, sur cette analyse. Alors, dans un premier temps, l'idée du match en début de show, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était une belle surprise. Et comme la WWE ne nous habitue plus ces derniers temps à en créer, donc là, pour le coup, c'était bien. C'était inattendu. Très sympa de voir Paul Heyman arriver, commencer à râler, comme il le fait si bien d'ailleurs. Oui, à faire son Paul Heyman, Je loue ouais. encore une fois Paul Heyman qui est vraiment extraordinaire au micro. Après, je ne savais pas si c'était du la roue du cochon au début. Quand on arrive, on se dit est-ce qu'il fait que râler et il tease le match pour plus tard ou pas. Ah oui. Et effectivement, ça s'est avéré très réel. Donc c'est très intéressant de voir Brock Lesnar arriver pour détruire et s'en aller. J'avais un petit peu peur que ça se passe comme ça s'est passé précédemment avec ses anciens adversaires. C'est-à-dire qu'il le détruit et puis il s'en va et puis c'est fini, on n'en parle plus. Au final, on a eu Seth Rollins qui est arrivé. Ça a commencé à partir dans ce sens-là, hein, qu'on soit d'accord. Il s'est littéralement fait défoncer. Et puis après, au final, Seth Rollins a gagné. Alors, je tiens à dire que je suis totalement heureux de voir Seth Rollins champion. Parce que pour moi, Seth Rollins, c'est l'image de la WWE à l'heure actuelle. Pour moi, c'est le catcheur qui représente le mieux la WWE, autant par son charisme que son catch. Mais j'ai été très déçu du match, un peu comme toi, donc Thierry, c'est-à-dire j'ai été très déçu du contenu, c'est-à-dire que le match, pour moi, il faisait un peu brouillon. On avait vraiment cette impression de je viens, j'essaie de faire un enchaînement de finish et tout, et puis il n'y a rien eu d'autre, quoi. Oui, Il n'y a non. rien eu d'autre. Et puis quand on s'est évertué à construire un personnage pour Lesnar aussi important que ça et aussi crédible, parce que qu'on soit pour ou contre Lesnar est un personnage crédible, est un Oui. champion crédible, plus que crédible à l'heure actuelle. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que au final, c'est que de cette manière-là, si j'ose dire, que Rollins le bat. Et il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa façon de vaincre Lesnar, même si pour moi, Rollins était la personne qui pouvait le battre. Bah, Mais visuellement parlant, je veux dire, en termes de storytelling, c'est toujours la même chose. Hein. Il y avait pas, je trouve que c'était incomplet, c'était un peu brouillon, et puis comme vous l'avez dit là, il y a 5 minutes, c'était un petit peu vite fait, bien fait. Voilà. Bah. Pour moi, l'impression que je retiens en tant que fan, c'est vraiment du vite fait, mais pas super bien fait que ça au final. Je vais rebondir là-dessus. En vrai, je suis tout à fait d'accord justement avec votre point de vue sur le truc. C'est le match a été bâclé, mais en même temps, venant de Lesnar, est-ce que vous attendez vraiment à quelque chose de bien construit? Justement, étant donné que c'était qu'on en a eu pendant presque 1 an, voire 2 ans de ce contenu-là. Je parle pas de Brock Lesnar, le personnage, je parle de Brock Lesnar, le gars. C'est-à-dire qu'en fait, si ça aurait pu être impressionnant d'avoir un match de titan entre Lesnar et Rollins, mais Lesnar ne serait pas cassé la tête. Et comme l'a dit N, il avait un avion pour Las Vegas et je pense qu'il était plus
content de prendre son avion pour Las Vegas que de faire un match de championnat face à Rollins. Ouais, Alors mais- ça, faut faire attention parce que si je peux me permettre, ça fait partie de l'histoire. Oui. Donc, on ne sait pas, nous c'est du Voilà. business, Ah on oui. ne sait pas si véritablement Brock Lesnar se comporte aussi comme ça dans les Oui. coulisses parce qu'il ne Bah- faut pas oublier qu'il est en accord et en partenariat avec la WWE depuis quelques années. Si ça fonctionne aussi bien entre eux, c'est que c'est pas non plus l'enfoiré qu'on veut nous montrer. Non, mais on non, connaît non, quand mais- même, on connaît quand Voilà. même un peu le personnage. Sans vouloir dire que c'est un enfoiré, mais voilà C'est quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut, quoi, dans le sens Je où pense que moi, il en c'est fait ce à qu'on- sa tête. C'est ce qu'on veut nous vendre. Mais C'est-à-dire non, qu'on non, y arrive mais- très bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'il est à la WWE, et en 5 ans, on a compris comment c'était le scénario d'un match de Brock Lesnar. Oui. Donc on pouvait que nous vendre du Brock Lesnar, on pouvait pas nous vendre du Brock Lesnar face à Seth Rollins. Donc évidemment, il fallait que ce soit un truc bâclé comme ça l'a pu être cette soirée-là, quoi. Bon, en tout cas, au moins, on a un nouveau champion. On verra ce qu'il réserve pour la suite. Nous avons suivi un autre match donc, qui a suivi du match pour le titre universel, à savoir le match singulier entre AJ Styles et Randy Orton, avec la victoire de AJ Styles. Mon cher monsieur N, qu'as-tu pensé de ce match ? Alors ce match plutôt intéressant d'un point de vue technique, AJ Styles toujours au top, Randy Orton qui était pas inintéressant en soi, mais le match pour moi était totalement fade. Je veux dire les enjeux du match, véritablement, il n'y avait pas d'enjeu particulier. Non, je suis d'accord aussi, je te rejoins là-dessus. J'avais appris en Je suis d'accord plus, aussi. après coup, j'ai appris que il y avait une potentielle rivalité entre Randy Orton pour un potentiel match à WrestleMania contre Nia Jax. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ça aurait été intéressant. Pour WrestleMania 35 ? Pour WrestleMania 35. Autrement dit, Randy Orton aurait À failli. cause du Royal Rumble, où il se serait... Oui, bah Ouais. et je pense, Ça serait lié à ça, ouais, apparemment. franchement, ça aurait été Ça, pour moi, il y aurait eu une initiative ouais. très progressiste, parce Ouais, que tout voilà, à fait. on parle de plus en plus justement de catch intergenre, donc du coup c'est Le catch mix. Ouais, de catch mixte, et c'est quelque chose que la WWE a rayé depuis pas mal de temps maintenant, et justement vu que ça refait effet, que maintenant voilà, avec le mouvement féministe, je veux pas m'étendre là-dessus, mais bon voilà, beaucoup de femmes veulent se mettre de plus en plus en avant, et plus particulièrement dans le catch. Avoir des matchs mixtes, ça aurait été intéressant. Et, Ah ouais, mais c'est pour ça que le match en soi, AJ Styles contre Randy Orton, j'ai rien à dire de particulier. Mhm. Il était bien ficelé. et- Par contre, l'enjeu, il était absent, et moi, c'est ce qui m'a un petit Bah peu pour moi, je déçu, pense que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu Voilà. que du coup, même le public était un peu... Voilà, Bah, c'était et- un petit peu mou dans l'ensemble. Et c'est pour ça que j'aurais préféré, en mon sens, un Randy Orton contre une Nia Jax. Là, ça aurait été vraiment très intéressant. Un des premiers matchs mixtes de la nouvelle génération. Ça, c'était sympa. Mais voilà, donc après, je dirais rien de plus qu'un match tout à fait normal. Et toi, Thibaut ? Et moi, je voudrais revenir justement sur une des critiques que je fais justement à ce show, c'est que justement lors des matchs, je trouve qu'il est important, parce que là, du coup, on sort d'un Seth Rollins-Lesnar où Seth Rollins remporte le titre, on est ultra content, et après on passe d'un AJ Styles Randy Orton où les fans Bah, ils disons en ont que- un peu rien à foutre, ils Bah, ont vu ça, Rollins ça gagner, aurait, quoi. ça aurait quand même fait comment dire, mauvaise impression. Ça aurait fait bizarre de commencer avec un AJ Styles Randy Orton sans enjeu, où tu Oui, aurais mais pu... tu fais, disons que là pour le début du show, ils avaient envie de mettre un coup de peps avec le match pour... Je suis d'accord là-dessus, mais ce qui est important, c'est le crescendo, c'est de faire monter la mayonnaise, quoi. Bah, C'est- pour ma part, comme je vous dis, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, il y avait trop de matchs, le show a duré trop longtemps, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu rendre tous les matchs intéressants, ils n'ont pas pu mettre du contenu, enfin voilà, ce qui fait que Et je suis d'accord là-dessus. des c'est- matchs ont dû être bâclés, des matchs ont dû... et quand tu as des matchs qui s'enchaînent comme ça et tout, des fois, même toi, tu as du mal à suivre, tu as du mal à te focaliser sur quelque chose, tu vois. Je suis d'accord là-dessus. Après, voilà, je pense que ça, c'est un mélange de tout, en fait. Je pense qu'il y a l'ordre des matchs, il y a le contenu aussi. Parce qu'on est Et- d'accord que le match AJ Styles Randy Orton, c'est juste pour ajouter ces deux noms à la carte. Ah oui, tout à il, fait. il y fallait, hein. Il y fallait, Il y évidemment, fallait. et ils n'avaient pas de plan. Ouais, C'est, pour moi, c'est Non, ça moi je l'idée. suis pas du tout d'accord. Il les fallait pas parce que non. À la limite, tu les mettais dans le Battle Royale pour dire. oh, Ouais, Non, non, mais- je suis pas d'accord là-dessus. non, alors Je là, suis pas d'accord. Non, non. t'es dur là. Ça Moi, serait- je ça suis serait un pas- peu une insulte non, parce mais que- il les fallait pas. Si t'as pas de rivalité, il faut pas. Enfin, dans ce cas-là, tu prives un À ce catcheur de moment- WrestleMania. non, à ce mais- moment-là, tu mets Jay Styles dans le match pour le titre intercontinental aux États-Unis. De même pour Randy Oui, Orton, à la ça aurait limite. rendu les matchs autant intéressants parce que les matchs à Triple Threat ou Fatal 4-Way pour un titre intercontinental aux États-Unis, ça a toujours donné du bon. C'est vrai. À la limite, mais là
ça servait une rivalité. Alors que Oui. là, il n'y avait rien. Ah oui, non, là, mais là, il y moi, avait que ce pas, match non. il soit là ou qu'il soit pas là, ça aurait Tout le pas monde changé s'en mon fout. WrestleMania, je Ouais, pense. c'est ça. Tu vois, alors c'était pas automatique que y ait la présence d'AJ Styles et de Randy Orton à ce WrestleMania-là, en tout cas, puisqu'il n'y avait pas de rivalité qui était très bien construite. Au moins, est-ce que vous êtes content du résultat? Oui, plutôt. Plutôt, oui. Plutôt. Bon, Après, on est tous voilà. d'accord Mais sans, là-dessus, mais au sans moins. plus. Mais sans plus, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça aurait été Randy Orton qui aurait gagné, ça aurait fait ni chaud ni froid, quoi. Mais pour revenir juste 30 secondes pour ce que tu disais Thierry, effectivement moi je pense que le gros problème de ce WrestleMania, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le fait que ils aient confondu quantité au détriment de la qualité. Et Ouais. c'est ça le gros problème, c'est qu'ils pensaient que mettre, et ça fait 2 ans qu'ils font ça, mettre beaucoup de matchs c'est synonyme de qualité. Or je pense que c'est pas vrai. Et ces 2 dernières années nous l'ont prouvé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on voit des matchs, quand on voit des shows comme NXT TakeOver où ils ont 5 matchs à la carte et qui font du travail de qualité pendant un quart d'heure voire une demi-heure, c'est vachement plus bénéfique qu'un match qui dure Après, 5 un heures match et qui qu'on- dure trop longtemps, ça peut aussi jouer contre lui. Non, mais pour ma part. s'il y a des rebondissements, ça peut marcher. C'est simplement que là, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a Non. pas d'enjeu, il n'y a pas de... Il y en a eu dans les autres matchs. Bah, d'ailleurs, on va enchaîner avec le match pour le titre par équipe de SmackDown. Mhm. Les Usos qui ont affronté The Bar, Shinsuke Nakamura, Rusev et Aleister Black Ricochet avec la victoire des Usos et la conservation de leur titre. Thibaut, qu'as-tu pensé du Alors, match? à noter que justement, c'est le deuxième match de championnat par équipe de Aleister Black et Ricochet. Ils ont affronté The War Raiders à NXT TakeOver. Bah, c'était leur match d'adieu en même temps. C'était leur match d'adieu, mais t'aurais imaginé justement voir Aleister Black et Ricochet en tant que champion par équipe NXT. C'est vrai que ça aurait eu de la gueule. dans un match pour le titre SmackDown, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Peut-être même remporter le match, peut-être être double champion par équipe, ça aurait été auraient pu. une idée folle. Mais bon, je pense pas que c'est les plans qu'ils ont pour Aleister Black et Ricochet. Et enfin bref. Alors pour moi, je trouvais que c'était un excellent match. Je questionne toujours et encore la présence de Rusev et Nakamura en équipe parce que leur raison d'alliance, elle n'a pas de sens. Je suis désolé. Bah, c'est juste une équipe internationale avec des catcheurs qui ne parlent pas anglais, qui jouent de ça et qui disent... Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi ils se sont alliés? Je t'avoue que c'était à l'époque où je suivais beaucoup moins, donc non. Parce qu'ils ont perdu tous les deux face à R-Truth, qui avait remporté le titre États-Unis. D'accord. C'est la seule raison. Ce qui veut dire que cette équipe n'a aucun sens, déjà de base, à part d'être une équipe... Bah, on peut pas dire que c'est une équipe, pour moi c'est une alliance. Oui, mais justement, alliance ou équipe, je m'en fous, c'est que c'est censé être une équipe d'étrangers xénophobes, c'est tout. Oui, voilà. Voilà, ils n'ont pas forcément Mais de dis-toi gimmick que les en alliances, question. ça ne dure pas. Oui, mais j'espère qu'elle va pas trop durer, parce que là, ça fait quand même plusieurs mois que c'est comme ça. Et toi, monsieur Ed, qu'as-tu pensé de ce match? Le match était, comme l'a dit Thibaut, très intéressant. Après, voilà, pareil, c'est-à-dire que bon, j'étais pas très fan de ce match. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire à part, si ce n'est que effectivement l'association Nakamura-Rusev est très très particulière. Faut vraiment aimer, hein, parce que après, sinon les Usos, ils ont bien fait le boulot. Bah, Donc, les Usos, ils font toujours bien le boulot. voilà. Hein. Non, mais Ils sont un peu made in de WWE, mais on peut pas Ça trop fait- leur reprocher dans le sens où ils font toujours bien le boulot, ils sont propres. La WWE a véritablement misé sur eux depuis quelques années, donc je pense qu'ils sont en train de vraiment créer un héritage dans la division par équipe. Après voilà, donc on avait Ricochet, Aleister Black, donc moi j'avais misé sur Ricochet et Aleister Black pour remporter leur premier titre, mais bon, je suis pas trop déçu de ne pas les avoir vus remporter le match, mais bon, après... quand on regarde, on dit bon, le match il était sympa, mais bon, c'est très particulier parce que c'est un peu à l'image de Randy Orton et Jay Styles pour moi. C'est-à-dire que c'est un match intéressant, mais là aussi les enjeux n'étaient pas très très trop élevés. c'est un peu le souci qu'il y a avec ce WrestleMania, c'est que la majorité des matchs, ils n'ont pas forcément d'enjeu. Et, Oui, tout à fait, et tout à justement, ils ont voulu tellement bien faire que résultat, il y a pas Mal de matchs fades. il y a pas mal de matchs fat. Voilà, c'est ça. Alors moi, gros je suis pas problème d'accord de avec ce vous là-dessus, parce que justement, même si c'était un match qui n'avait pas de grands enjeux, entre guillemets, Il était spectaculaire. il Je est, dis pas- voilà, je dis pas- c'est les matchs en 4 équipes, je trouve que c'est des matchs qui sont toujours rythmés.
Au minimum, parce que ça dépend. Il y a pour ma part, ils sont toujours rythmés parce que t'as entre les personnes qui font ils ont toujours le moyen de taguer avec quelqu'un qui a un peu repris de l'énergie, qui peut faire des enchaînements et tout. The Bar, moi c'est une équipe que je kiffe de plus en plus. Sheamus et Cesaro, je trouve ils sont tellement bien ensemble. Ils auraient pu gagner le titre parce qu'ils ont fait un beau match. Ils ont offert aussi un WrestleMania moment avec Cesaro qui tournait et Sheamus qui frappait tous ses adversaires. Mais voilà, pour moi, c'est des matchs qui, certes, n'ont pas un grand enjeu, mais qui franchement, offrent un bon spectacle et qui sont bien rythmés, quoi. Mais le match était spectaculaire, hein, je dis pas le contraire, simplement que voilà, tu peux pas que te concentrer sur le spectaculaire, il faut prendre les conséquences qu'il y a derrière. Bah, après, il y a quand même un peu de technique, il y a quand même un petit peu de... Voilà, c'est les matchs par équipe, c'est l'équipe, c'est le travail d'équipe, et tu vois ce travail d'équipe, que ce soit au niveau des prises spectaculaires, ou de l'agilité, ou de la technique. Enfin, voilà, ils étaient tous complets, en fait, chaque équipe. En vrai, ce match, il aurait bien marché si c'était pas à la WWE, en fait, parce que la WWE marche beaucoup sur le storytelling et sur les conséquences que peut avoir une victoire dans un match, et justement il n'y a pas de conséquences justement de cette victoire de ce match, à part que les Usos ont conservé leur titre. C'est bien, tu dis ouais, mais après qu'est-ce qui se passe? Disons que presque on croyait tous en la victoire de Aleister Black et Ricochet, donc pas moi personnellement, j'étais tu avais parié pour qui déjà? Moi je pariais pour The Bar pour le coup. Voilà, parce que tu n'avais pas donné, j'avais pas eu ton pronostic, donc toi tu pariais The Bar. Je pariais The Bar, oui. J'aurais bien aimé The Bar aussi voir gagner le titre, mais bon, il y a eu des changements par la suite. On va donc enchaîner avec le nouveau match, enfin le prochain match, un match Falcons Anywhere entre Shane McMahon et le Miz. Shane McMahon qui s'appelle The Best in the World. Alors, est-ce que c'est un pic envers CM Punk? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez marrant de l'entendre. CM Punk a témoigné par rapport à ça. Oui. Il a dit qu'il s'en contrefoutait. Donc, voilà. Oui, après, il peut très bien s'en contrefoutre, mais bon, c'est vrai que c'est quand même... On se pose quand même la question, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Nico, monsieur N? Match intéressant pour le coup. Vraiment pas dégueu. Alors, assez intéressant. Après, la rivalité était bien. J'ai trouvé que la rivalité, elle était très classique, hein, mais elle était bien ficelée, c'était clair, net, précis. On a eu deux charismes qui s'entrechoquaient. Très intéressant, puisqu'on avait d'un côté Shane McMahon qui est assez bon dans la détestabilité, si j'ose dire. Oui. Et puis c'est un très bon heel. Hein. Oui, très très bon heel, tout à fait. Et puis on a d'un autre côté The Miz. Alors The Miz qui joue très bien les faces, même si j'ai tendance à le préférer en heel aussi. Mais là, pour le coup, la surprise de voir un McMahon heel, enfin un Shane en l'occurrence, McMahon heel, c'était très intéressant. Alors que le Miz qui s'est défendu avec son père notamment, l'histoire familiale, c'est un peu kitsch, hein. Voilà, c'est du made in de WWE, mais en tout cas je trouve que pour des fans de la WWE c'est ce qu'on attend plus ou moins, mais sans nous prendre pour des imbéciles, faire de manière respectueuse. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le match final, et ça c'est le problème de toute façon dans beaucoup de matchs cette année, c'est quand tu as le match final, on veut les voir se battre réellement et de manière plausible, tu vois. Et là je trouvais que c'était intéressant, parce que mais c'était propre, c'était pas extraordinaire, mais c'était propre. Et pour terminer, je termine juste là-dessus. Vas-y. La fin de ce match, j'ai trouvé ça assez original, le fait que le Miz le fasse cracher là, de quelques mètres de haut, et qu'au final, c'est Shane qui fait le tomber de manière totalement inconsciente. Juste parce qu'il était dessus, ouais. Juste parce qu'il était dessus, donc j'ai trouvé ça intéressant, surprenant et intéressant. Donc moi, je trouve que c'est un match qui se situe dans la moyenne haute de ce show. Mais ça prouve bien que comme quoi c'est pas si compliqué de donner des enjeux à un match, il suffit juste de créer un scénario tout à fait classique pour rendre un match intéressant, parce que ce match était intéressant. Je pense que le Falcons Anywhere a beaucoup joué. Et ça part d'une rivalité qui est tout à fait classique. C'est une équipe qui était ancien champion par équipe et qui se dissoute pour terminer par un match. C'est très classique en somme. C'est très classique. C'est juste qu'on s'attendait pas au heel turn de Shane McMahon. On pensait tous que c'est le Miz qui allait le trahir. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un scénario tout à fait classique, mais qui marche toujours autant et qui donne justement de l'enjeu. Justement à WrestleMania, quoi. Ouais. Et je pense que c'est sur ça qu'ils auraient dû se concentrer pour tout le reste des matchs qu'il y avait lors de ce pay-per-view, en fait. Ouais, après je veux dire honnêtement, même si le contenu, l'enjeu aurait été différent, que ce match aurait eu lieu pour d'autres raisons, je pense que ça n'enlève rien au contenu justement, et que c'est, pour moi, c'est
voilà, le match était bon, le match était intéressant, le fait qu'ils se battent partout jusqu'à finir sur les tables des commentateurs internationaux, dont notre cher Philippe Chiro et Christophe Ajus Philippe qui ont tous eu peur et tout, les Japonais qui crient tag enfin en fond. Donc c'était super. Mais en tout cas, voilà, ils auraient très bien pu se battre pour je sais pas, pour un concombre ou quoi. Pour moi, ça aurait bien changé. Tu vois, moi, j'aurais quand même apprécié le match. Je veux voir cette rivalité, le combat pour le concombre. Voilà. Donc, on est tous d'accord que c'était un bon match. Et que, voilà, même si moi j'avais parié la victoire de Shane McMahon, c'est quand même assez rigolo la victoire. Après, il y a un petit bémol que. Après, voilà, ça fait partie du catch de Shane McMahon parce que j'ai jamais été un énorme fan des coups qu'il portait. Je trouvais que ça faisait tellement fake, mais. Et c'est téléphoné, oui. C'est tellement téléphoné. Et justement, l'idée que Shane McMahon prenne le dessus sur le Miz en début de match, avec des petits coups qu'il donne, c'est des pichenettes qu'il donne, et ben ça rend pas du tout le truc crédible. C'est le seul bémol que je trouve à ce match en fait. Alors moi c'est le côté que j'aime bien justement, c'est le côté très kitsch à l'ancienne, tu sais, surthéâtralisé. Oui. Un petit peu à la The Rock par moment, quand Oui, on sait que c'est faux, à l'inverse, et puis il joue avec ça. C'est-à-dire qu'il joue, il y a une sorte de mise en abîme, tu vois, oui. entre le moment, il te vend le côté faux du catch, et puis en même temps il te le vend bien parce que c'est divertissant. C'est à la fois rigolo, c'est à la fois divertissant, et tu sais très bien que Shane McMahon, c'est pas quelqu'un qui est là pour faire dans le technique. Oui, non, il est là pour faire des choses impressionnantes. Il est là pour vendre un personnage et je trouve qu'il le fait très bien, comme le Miz d'ailleurs. Après ouais, je suis d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que le Rock, malgré que voilà, il a un petit côté théâtral dans sa façon de catcher, je suis d'accord là-dessus. Je trouvais qu'en rien, et ben, il n'enlevait pas l'illusion justement que le match pouvait être vrai. Comparé à Shane McMahon, où je trouvais que c'est vraiment téléphoné, comme tu dis Thierry. Les coups de Shane McMahon font pas forcément réalistes comparés à ceux du Rock. Mais pour moi, Shane McMahon, c'est un peu un cascadeur, hein, justement. Mais c'est un cascadeur. Parce qu'à chaque fois, au final, il fait quelque chose d'impressionnant. Et là, ça a été le cas avec la suplex qu'il a subi par le Miz. Mais comme il était au-dessus, du coup, c'est lui qui a fait le tomber, c'est lui qui a remporté le match. Nous allons enchaîner avec le match pour le titre Women's Tag Team Champion, à savoir le Fatal 4-Way Tag Team match entre Boss and Connection, donc Sasha Banks et Bayley, qui sont les anciennes championnes, Nia Jax, Tamina, The Iconics, et bien sûr Divas of Doom, Natalya et Beth Phoenix. Alors, je vais vous emboîter le pas et donner mon avis sur le match. Alors, dans l'ensemble, je trouvais que c'était un match intéressant, car on avait le mix entre la technique, entre justement Boss and Connection, la brutalité de l'équipe Tamina, Nia Jax et pour moi les Divas of Doom. J'étais tellement content de les voir revenir parce que Beth Phoenix c'est une catcheuse que j'apprécie énormément et je trouve que ce mélange entre le technique de Natalya et la brutalité de Beth Phoenix était intéressante. La fin, forcément déçu du fait que ce soit les Iconics qui ont gagné, parce que pour moi Divas of Doom méritait de remporter le match, même si j'aurais été content aussi que Boss and Connection conserve leur titre. Mais voilà, en tout cas assez intéressant, et surtout les quelques petits moments forts, notamment le double sharpshooter de Natalya et le glam slam de Beth Phoenix de la troisième corde sur Bayley, qui était assez intéressant. Et bien évidemment, forcément, match par équipe à 4, donc c'est un peu plus rythmé qu'un match 1 contre 1, quoi. Plus on est nombreux, plus on rit. C'est ça. Ouais. Et qu'en as-tu pensé, Thibaut ? Alors personnellement, je suis extrêmement déçu justement du résultat. Oui. Parce que The Iconics, alors j'ai rien contre l'équipe ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'en fait ça arrive au mauvais moment en fait. C'est un peu trop tôt pour The Iconics de les mettre en avant, parce qu'en fait Sasha Bayley essaye de créer un héritage justement à travers ce titre par équipe. Elles essayaient, oui. Elles ont essayé. Et d'un seul coup, on se retrouve avec The Iconics, qui est un groupe de divas heel. Après, est-ce que c'est pas parce que... qui joue surtout sur la lâcheté et pas forcément sur la technique ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est presque des catcheurs comiques. Donc du coup, évidemment, ils vont jouer plus sur la comédie que sur le catch en lui-même. Alors est-ce que c'était aussi pour consoler les fans de Buddy Murphy qui sont, parce qu'elles sont australiennes, donc il y a une histoire comme ça. Une tournée en Australie peut-être bientôt. Non, mais il y a une histoire comme ça, je suis d'accord là-dessus. Après ce que je veux dire, c'est que voilà, ça décrédibilise complètement l'effort qu'ont pu prendre justement Boss and Hug Connection pour récupérer le titre par équipe, quoi. Ouais, c'est un peu triste, et je pense que c'est une des raisons
pour laquelle c'est une des raisons pour laquelle Sasha Banks a failli quitter la WWE après WrestleMania. Oui, parce que du coup, il y a eu des rumeurs, des informations. Déjà, son absence à Raw. Voilà, son absence à Raw, le fait qu'elle aurait eu des soucis personnels. Après, bon, on parle justement du fait qu'elle a essayé de se faire envoyer. Mais bon, ça, après, c'est des infos. On ne sait pas si c'est du vrai ou du faux. Je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu attendre avant d'avoir plus d'informations, surtout avoir le vrai de l'histoire. Et toi, Monsieur N, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Alors, effectivement, un peu comme vous, je suis un peu déçu pour Boss and Luke Connection parce que c'est vrai que même si je trouve que, je suis pas forcément fan de cette équipe vraiment made in WWE, c'est un petit peu, voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai été déçu dans le sens où par rapport à l'effort qu'elles ont fourni ces derniers mois pour consolider leur règne et puis pour créer une histoire au titre, je trouve que c'était mal payé pour elle. Donc là-dessus, je suis un peu avec d'autant plus que ce qu'on a on a entendu là. On a entendu récemment avec l'affaire Sasha Banks. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant. Par contre, en termes de résultats, mais uniquement en termes de résultats, c'était intéressant de voir The Iconics remporter les titres puisqu'elles étaient les véritables outsiders de ce match pour le coup. Et c'est vrai que elles ont une gimmick que je trouve intéressante. Après, elles avaient une petite pop aussi au niveau du public. Ah oui, c'est possible. Après, c'est possible. Légère, moi, après. Légère, mais leurs personnages sont bien écrits, ce qui est rare de nos jours. Je trouve que les personnages sont bien écrits, surtout dans la sournoiserie. Et puis le côté un petit peu réminiscence de l'ère diva, tu sais. Oui. Le côté un peu très plastique, très superficiel. Un peu ce qu'il faisait avec Carmella. En outre, c'est un peu la même idée qu'ils ont eu avec Carmella, mais le seul problème, c'est que c'est un peu comme Carmella, ils décrédibilisent comme ils ont pu faire avec le Money in the Bank. C'est qu'en fait, ils donnent le titre à une personnalité qui n'est pas forcément la bonne pour mettre en avant la division féminine. Non, mais c'est pour mettre en avant leur propre personnage, justement. Je suis d'accord là-dessus, mais bon, voilà, est-ce que c'est le meilleur pour la division féminine ? Est-ce que si tu veux représenter une division féminine qui bosse dur pour une situation maintenant, c'est sûr que là, ils se trompent de chemin. Je pense que la manière de faire, c'était le gros problème, c'est la manière de faire. Et oui. Puisqu'elle vole la victoire aux Divas of Doom. Oui, c'est ça. Mais justement, je pense que s'ils voulaient donner le titre aux Iconics, peut-être qu'ils auraient dû prendre un peu plus de temps, développer un peu plus le personnage et développer un peu plus sa rivalité pour les titres par équipe. Quoi. Et oui, malheureusement. Mais bon, après, des fois, on peut pas forcément décider de tous les résultats. On verra ce qu'ils réservent pour la suite. Et du coup, on enchaîne avec le match pour le titre WWE. Kofi Kingston accompagné de New Day, à savoir Xavier Woods et Big E, contre Daniel Bryan, donc ancien champion, accompagné de Rowan. Donc victoire de Kofi Kingston. Messieurs, Monsieur N, Thibaut, qui prend la parole ? Qu'avez-vous pensé de ce match ? Vas-y, Yann, vas-y. Alors, je sais que vous avez tous détesté, mais... Ah non, pas du tout. Non, je rigole. Alors loin de là, la victoire de Kofi, c'était très intéressant parce que c'est l'aboutissement de toute cette rivalité qui avait été bien ficelée et puis qui surgissait de nulle part quelque part, puisque Kofi était un choix secondaire, c'était un B+, comme l'a dit. Oui, 5 ans plus tard, ils inversent les rôles. C'est ça. Et alors du coup, je suis très content pour Kofi. N'empêche que de là à dire que pour moi ça sera un grand champion, j'en suis moins certain. Après, le match en soi était très intéressant. Alors quand même, moi je trouve que, et je persiste à penser que si cette rivalité elle a été aussi loin, c'est par l'extraordinaire travail de composition de Daniel Bryan, parce que Daniel Bryan a fait vraiment un énorme travail de heel tout au long de cette rivalité. L'idée de la ceinture, c'est vraiment des choses qui étaient assez nouvelles parce qu'il a su surfer sur l'air du temps. Notamment avec son idée, tu sais, je passe pour un écolo, mais comme aujourd'hui tous les écolos sont forcément les gentils dans l'histoire, lui il a tordu cette image qu'on avait, tu sais, publique. Il donne un peu le côté vegan extrémiste dans l'idée. Ouais. Il tourne à l'extrême quelque chose qui est censé être un débat d'autorité publique, quoi. Oui. Et c'était super intéressant de jouer là-dessus. Alors je trouve qu'il a super bien amené la rivalité là où elle en est arrivée. Kofi Kingston s'est très bien défendu, et ça, ce qui est intéressant, c'est que Kofi Kingston il a réussi à devenir challenger grâce à son catch, vraiment à ses prestations, et ça c'est tout à son honneur. Après, pour terminer là-dessus, le match en soi était propre, très propre, j'ai rien à dire sur ce match. Par contre, j'ai trouvé que la victoire était, l'issue de ce match était un petit peu molle. C'est toujours le même problème que depuis le début de ce show, hein. J'ai l'impression qu'on a des matchs qui sont plutôt fades dans l'ensemble.
Même les meilleurs matchs d'entre eux ne sont pas des matchs sensationnels qui resteront gravés dans notre mémoire. Les matchs de championnat pour le titre WWE, ils ne sont pas forcément sensationnels. Ouais, Les rares fois où ils sont sensationnels, ça dépend de plus de 2 personnes dans le ring. Hein. Là, on a un très bel exemple, par exemple, d'un résultat super intéressant et super satisfaisant, mais d'un match qui est bon sans être extraordinaire. Je comprends ton point de vue. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je trouve que Daniel Bryan, comme tu l'as dit, fait un excellent travail de heel, que ce soit dans le ring ou même dans sa présence au micro. Après, si vous voulez vraiment faire le vegan, j'aurais pensé à travailler encore un peu plus le personnage, aller un peu plus profond, parce que comme par exemple l'idée comme par exemple de rentrer dans le ring sans musique, parce que évidemment pollution auditive. Ça fait partie des questions écologiques. Ça aurait pu être intéressant justement d'avoir Daniel Bryan qui rentre sans musique. Après, Mais j'ai cru comprendre qu'ils ne sont pas partis aussi loin dans le côté écologiste avec Daniel Bryan, parce que ça pouvait faire lien avec Donald Trump, qui justement donne une très mauvaise image au niveau de l'écologie. Et que peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été paru trop gros de la part de Vince McMahon de faire passer les écologistes. Qui est un bon pote de Trump. Donc, voilà. Donc niveau politique, là, c'est vrai que du coup, ça aurait été peut-être trop gros, et que du coup, ils ont fait un heel écolo-vegan, pas trop extrême non plus, mais voilà, qui tacle un petit peu les... En tout cas, je pense que... ce qu'il y a dans ce WrestleMania, c'est qu'en fait, la majorité des victoires, elles sont méritées, à quelques exceptions près, avec Onyx, voilà, on va pas retourner sur le sujet, mais voilà, dans le cas de Kofi Kingston, je trouve que la victoire est méritée, parce que voilà, ça fait quand même 11 ans qu'il est dans le métier, et voilà, c'est un peu une récompense quand même pour tout ce qu'il a fait. Et il a été rarement dans un match pour un titre. La première fois qu'il a été dans un match pour un titre, c'était pour le titre poids lourd à l'Elimination Chamber, qui s'est fait éjecter par Edge. Oui. Donc c'est vrai que déjà on était un petit peu déçus pour lui, mais j'ai cru comprendre que c'était le premier champion africain. T'oublies Mark Henry. Mark Henry, il est quand même américain avant tout. Oui, c'est vrai que lui, il est ghanéen. Il est ghanéen à la base. Oui. Il est ghanéen à la base, et que du coup, c'est le premier champion africain des États-Unis, aux États-Unis, enfin la WWE. Oui. Mais en même temps, moi je suis très content du résultat. J'ai trouvé que c'était un très bon match aussi. Daniel Bryan qui fait un très bon job. Les deux ont fait un très bon job. Mais au début du match, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il nous teasait pas déjà, est-ce qu'il nous spoilait pas un petit peu la victoire de Kofi Kingston avec la surprise que préparait New Day pour Kofi Kingston, à savoir, il y avait un cadeau pour lui. Oui, le titre original. Le titre original, le t-shirt. D'ailleurs, j'ai cru entendre aussi que la WWE mettait déjà en vente les t-shirts de Kofi Kingston, It's the new champ, yes it is, sur le WWE Shop le soir même. Oui. Donc voilà, ça spoil un peu le truc. Ça spoil un petit peu le truc. Parce qu'au début, moi je pensais qu'il allait y avoir une trahison ou quoi que ce soit, et donc du coup la surprise ça aurait été une trahison. Mais non, finalement, non, c'est une nouvelle ceinture. D'ailleurs, cette ceinture, qu'est-ce qu'elle est belle, cette ceinture en vrai, brillante. La vraie ceinture. Donc, même si j'ai bien aimé la version écologique. Oui, c'était sympa. C'est un peu comme le titre hardcore aussi, qui était fait avec des matériaux recyclés. C'est ça. Donc voilà, moi pour ma part, je trouvais que c'était un bon match, et très content du résultat, et content aussi que le match ait été en milieu, parce que étant donné que le show était très long, les gens ils auraient peut-être été moins à fond là-dessus. D'accord. Voilà. On a tout dit là-dessus, je pense. Oui. On peut enchaîner avec le prochain match. Un match qui va être très court d'ailleurs à parler, puisque c'est le match pour le titre États-Unis entre Rey Mysterio et Samoa Joe. Attention, ça va aller très vite. Samoa Joe qui, 1, 2, 3, il a fait la submission. Donc, messieurs, qu'avez-vous pensé du match ? C'était mérité. Oui. C'était clairement mérité pour montrer à quel point Samoa Joe est un destructeur. Oui. Franchement, je pense que ça va être l'une des top stars dans les mois qui vont suivre. Je pense que c'est une des rares personnes qui peut même recrédibiliser le titre États-Unis. Je vais pas me faire de faux espoirs dès le début, moi, parce que déjà, sachant que Rey Mysterio s'était blessé, et que du coup,
Je sais plus lequel d'entre vous pensait que c'était parce que Rey Mysterio était blessé que Samoa Joe a conservé son titre. Oui, alors, il y a cette idée-là, oui, c'est moi qui pensais ça justement avant l'enregistrement, c'est que si Rey Mysterio, il y a cette idée-là aussi que si Rey Mysterio ne s'était pas blessé, il s'était blessé à la cheville, il me semble, avant WrestleMania. Et justement, il me semble que si Rey Mysterio ne s'était pas blessé, il aurait pu gagner le match. Parce que c'est WrestleMania, parce que c'est un face, et que Samoa Joe, c'est un gros heel. Mais après, ça fait longtemps qu'ils ont quand même un peu laissé de côté ce cliché de faire gagner le face, parce que Samoa Joe, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, ça reste la WWE, ça reste oui, mais Samoa Joe, il est champion depuis combien de temps c'est très récent. Donc, ça reste très récent. Lui faire perdre le titre à WrestleMania après l'avoir gagné récemment, je pense que ça l'aurait décrédibilisé encore plus, étant donné que il a déjà eu des déboires avec le ballon de baudruche qui gonfle et finalement il explose et finalement ça redescend quoi. Donc non, moi je pense que Samoa Joe, ils avaient tout intérêt à le faire gagner parce que Rey Mysterio n'avait rien à prouver, n'avait rien à gagner de plus. Donc non, moi je pense que Samoa Joe, même si Rey Mysterio était en forme, ils auraient dû le faire gagner dans tous les cas parce que Samoa Joe est champion, il faut qu'il lance enfin la machine et qu'il puisse reprendre le devant de la scène quoi. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur N, de ce constat? Je suis pratiquement tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que le fait de faire gagner Samoa Joe à WrestleMania, ça me paraissait tout à fait évident si on voulait consolider son règne. Parce que j'ai envie de dire, il était temps qu'il soit champion, Samoa Joe. Oui. Parce qu'il s'est quand même fait avoir plus d'une fois. Faut pas oublier qu'il a été dans un match contre Brock Lesnar pour le titre Universal. Une des meilleures rivalités au temps du règne de Lesnar, en mon sens. C'est vraiment très crédible, Samoa Joe, quand il est heel. Et puis quand il est en colère de manière générale. Après, il a été longtemps en rivalité contre AJ Styles et il a toujours été mal récompensé parce qu'il a fourni un travail de malade. Surtout que la rivalité à ce moment-là, elle était pas top entre Samoa Joe et AJ Styles. Ils avaient quand il a été champion à NXT. Ça a été un très bon champion. Ça a été un très bon champion. Et puis on connaît tous Samoa Joe, il n'a plus rien à prouver. Il fait partie de ces catcheurs qui arrivent à la WWE et on leur donne rapidement des opportunités, tu vois. Et je trouve que le fait qu'ils aient autant attendu pour lui donner un titre, mais un titre crédible, on va dire, c'est très dommage, même un titre secondaire. Et cette opportunité-là qu'il a là, je pense qu'il va falloir qu'il la consolide. Et pour moi, si on veut recrédibiliser Samoa Joe, il va falloir qu'on lui donne un règne en béton. Et comme le titre, pour moi, États-Unis, ces derniers temps, a été très maltraité, je pense que, quitte à ne pas avoir d'idée de champion prédéterminée, il devrait construire un règne très dominateur de Joe, sur un modèle, par exemple, Open Challenge. Oui, Open Challenge. Et même, pourquoi pas, lui faire garder le titre, mettons, un an. Quelque chose comme ça. Parce qu'après tu dis que ces superstars n'ont rien à prouver, mais pour moi justement quand elles arrivent à la WWE, tout est remis à zéro. Quand on voit Bobby Roode, c'est pareil. Bobby Roode quand il est arrivé, alors après c'est pas le même. C'est pas la même envergure. Non, mais quand même. Des catcheurs, par exemple AJ Styles, il est arrivé à la WWE, il avait rien à prouver. C'est ça. Voilà. Et de toute manière, ces catcheurs-là, au bout d'un moment, s'ils voient qu'ils sont dans une impasse... Après, AJ Styles avait un plus gros pop à la WWE parce que il était parti à la New Japan, il faisait partie des catcheurs les plus importants justement dans le circuit indie. Comparé à Samoa Joe, qui lui a été un pro TNA pendant pas mal de temps et qui après la fin de son contrat, il est parti à la Ring of Honor et puis il est arrivé à la WWE. Donc du coup, le pop était différent entre Styles et Samoa Joe. Ouais. Après, je pense que ce qui aurait pu le crédibiliser vachement, Joe, c'était justement cette rivalité face à Styles. Parce qu'ils ont mis ça... ils ont lancé ça comme quoi Joe c'était un stalker pas possible qui voulait harceler sa famille pour avoir un match de championnat, alors qu'ils auraient pu concentrer justement sur leur rivalité dans le circuit indie, pour pas dire TNA. Mais c'est vrai qu'ils font rarement, enfin la WWE, tant que ça concerne pas la WCW ou la WWE, ils font pas forcément de référence. Oui, je suis d'accord là-dessus. Donc, mais c'est vrai que... Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'était amené bizarrement. Ils auraient pu travailler sur leur histoire entre ces deux adversaires. Comme quoi c'était deux catcheurs qui se tiraient la bourre pendant plusieurs années et que là maintenant ils essayent d'avoir le combat final entre ces deux adversaires. Ça aurait pu crédibiliser Samoa Joe un peu plus, quoi. D'autant plus que Samoa Joe est pour moi un des meilleurs au micro à l'heure actuelle.
dans la construction de ses rivalités, il est vraiment, vraiment très très bon. Il est très crédible. Il est très crédible. vrai. Ah, Il est très vrai. vrai. À l'écran, c'est impressionnant. Donc je trouve un petit peu décevant qu'il n'ait que pour l'instant, enfin depuis près de 2 ans, je crois qu'il est dans le main roster, qu'il ait uniquement décroché le titre États-Unis. Après, bon, il a quand même fait un match dominant où il a littéralement explosé Rey Mysterio. Donc, voilà. Alors après, ils ont joué, je pense, sur la blessure de Mysterio. Oui, c'était intelligent, c'était plutôt intelligent parce que ça n'a pas permis, enfin, ça n'a pas modifié le match au point de donner un autre adversaire. Là, ça aurait complètement décrédibilisé le match en mon sens. Par contre, là, ça permet de renforcer Joe à WrestleMania, donc c'est intéressant. À voir pour la suite. Mais du coup, s'ils veulent crédibiliser Joe, je pense qu'il faudrait qu'ils continuent à faire des matchs qui durent pas plus d'1 minute. Bizarrement, oui, pourquoi pas. Ouais. Des squash matchs, ouais. Il faudrait qu'ils fassent des squash, mais face à des gars importants en plus. Hein. Mais pour le titre États-Unis, ça pourrait crédibiliser ce côté destructeur. À voir. Et éliminateur. Ça pourrait être intéressant. Un match qui, pour ma part, était aussi intéressant dans le contenu, mais bon, non plus sans enjeu, c'est Drew McIntyre contre Roman Reigns. Alors, pour ma part, je vais vous dire que ce match, c'était uniquement pour le retour de Roman Reigns. J'aurais bien aimé voir la victoire de Drew McIntyre, parce que Drew McIntyre est lancé, devrait avoir un run pour le titre Universal, mais voilà, je suis quand même déçu que ce soit Roman Reigns qui gagne, parce que Drew McIntyre avait quand même quelque chose à prouver dans ce match. C'est justement littéralement pour réaccueillir Roman Reigns, justement la WWE. Ils auraient pu le réaccueillir dans le match avec The Shield à Fastlane, ça aurait suffi pour ma part. Je sais, mais là c'est son premier match en singulier depuis pas mal d'années. Moi, je trouve pas mal de mois, pardon, excusez-moi. Je trouve que Roman Reigns est trop chouchouté pendant les WrestleMania, parce que quand même, il a eu des matchs pour le titre universel, il s'est pris une dérouillée, pour être poli, face à Brock Lesnar au dernier WrestleMania ou l'avant-dernier WrestleMania, mais même je trouve qu'il est souvent chouchouté pour les WrestleMania, et c'est quand même une top star. Je pense qu'ils sont pas obligés à chaque fois d'essayer de prouver quelque chose avec lui. Je pense que Drew McIntyre, même s'il avait gagné son match, ça aurait pas décrédibilisé Roman Reigns, quoi. Je trouve ça dommage. Je comprends, je comprends parfaitement. Simplement que voilà, Roman Reigns qui revient d'une leucémie, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat de le faire perdre en fait. C'est vraiment délicat. C'est des sujets sur lesquels il ne faut pas forcément plaisanter. Et c'était un peu une rédemption en fait, le fait que Roman Reigns gagne à WrestleMania face à Drew McIntyre qui fait partie des top heels qui en veulent justement au Shield. Et je pense que c'était un peu justement cette histoire de rédemption pour Roman Reigns qui bat la leucémie et qui passe le cancer pour pouvoir revenir sur le ring, quoi. Et toi, monsieur N, là, Thibaut, il a tout dit. Donc j'ai rien d'autre à ajouter de plus que ce qu'il a dit. Voilà. D'accord. Mais je suis d'accord là-dessus par rapport au fait que Drew McIntyre aurait pu avoir une chance justement de battre Roman Reigns, parce que c'est vrai que c'est vraiment un top heel et je pense qu'il ça fera un excellent champion dans les mois à venir. Oui, de toute façon, on sait que le lendemain de WrestleMania, tout est remis à zéro aussi au niveau des rivalités, donc bon, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, il aura un meilleur poche là-dessus. Alors, pas de match, mais on va revenir 1 minute chacun sur un événement. C'est le concert de Elias, où nous pensions tous qu'il allait être interrompu par un certain Undertaker, qui finalement n'était pas présent. Finalement, c'est John Cena qui est arrivé en Dr. Thuganomics. Thuganomics. Oui. Alors, messieurs, je vais vous mettre le petit chrono en 1 minute. Qu'avez-vous pensé de cette intervention? Thibaut, c'est à toi. Il faut un moment de comédie un peu de temps en temps dans WrestleMania, donc évidemment il fallait que ce soit Elias qui prenne un coup face à John Cena. C'était intéressant de voir John Cena en mode rapper, mais bon. Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer dans cette lancée, ou est-ce que c'était le temps d'un soir? C'était l'exclusivité, c'est tout. Ouais. D'accord, bon 20 secondes top chrono. Et toi, monsieur N? Complètement inutile. Ah, d'accord. T'es pas d'accord avec... Enfin, tu penses que t'as pas passé un bon moment avec ce... Pas du tout, non. Voilà, j'ai pas vu l'intérêt. D'autant plus que pour moi, la logique avec l'Euro d'après, mais on y reviendra, c'est que normalement, ça aurait dû être le Taker, et ça nous a été confirmé que ça aurait dû être le Taker. Mais là, voilà, j'ai pas compris. Peut-être parce que justement, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le Taker, et donc d'autant plus que pour moi, Cena aurait mieux fait de revenir et de faire un mini-match, quitte à faire un match contre Kurt Angle. Ah oui, on va y revenir. On va y revenir plus tard. Après, voilà, pour venir sur l'idée, c'est vrai que
un moment de comédie comme celui-là, c'est vraiment Ça offre un inutile. WrestleMania moment. Ça offre un WrestleMania moment, mais en même temps, il y en a toujours eu dans WrestleMania des moments de comédie. Oui, bah là, ça aurait été le seul de la soirée. Donc, Faut rappeler que lors du premier WrestleMania, on a eu Cyndi Lauper, on a eu Muhammad Ali, on a eu plein de guests voilà, extérieurs, Ouais. etc. Et c'était toujours pour des trucs de comédie et tout. Donc voilà. oui, bah, c'est toujours plaisant à voir en tout cas. voilà. Nous allons enchaîner avec le match No Holds Barred entre Batista et Triple H pour la carrière de Triple H, donc sa carrière qui était mise en jeu. Un match qui était assez long pour ma part, mais Très long. qui était quand même intéressant au niveau du contenu. Je pense que tu as quelque chose à dire, Thibaut. Non, rien de plus à part qu'il était très long. C'est-à-dire qu'en fait, Triple H adore faire des matchs à WrestleMania très longs. C'est limite les matchs les plus longs de chaque pay-per-view. il aime toujours avoir le Prendre le spotlight devant sur de lui. la scène. Voilà, c'est ça. Je suis le boss. C'est ça. Il aime toujours jouer la castagne justement avec des matchs sans disqualification, faire toujours en sorte à ce que ce soit la Mais bagarre. au niveau de l'enjeu, au niveau du contenu, vous êtes plutôt satisfait ou Moi, oui. Moi, je trouvais que le match était bon. On en a un petit peu parlé en off tout à l'heure, ensemble. C'était un match classique, donc rien de particulier, hein, d'extraordinaire dedans. Mais en tout cas, c'était bien. Ils ont vendu leur personnage. Pour un dernier match, alors j'étais très agréablement surpris dans la construction de la rivalité de revoir Batista avec son petit personnage un petit peu hollywoodien, là, d'acteur hollywoodien. Qui était connu du côté du rock déjà, mais là c'était une autre façon d'aborder le personnage. Oui, c'est autre chose. Oui. C'était très intéressant, C'est vrai. et puis il était très crédible en heel. Je l'ai trouvé très très crédible. Thibaut n'est pas dans sa d'accord avec manière toi. de se Je suis comporter. pas d'accord là-dessus. Je pense Donc, qu'il a un petit peu perdu la main quand même, Batista, parce que quand on voit sa première promo après avoir battu Ric Flair, l'Euro qui a suivi justement l'agression. de Ric Flair, à part dire Give me what I want, j'ai rien entendu d'autre. Parce que c'était justement, il jouait ce côté célébrité capricieuse, la star capricieuse qui veut obtenir ce qu'elle souhaite, tu vois. Parce que apparemment, lors du 1000e épisode de SmackDown, il avait indirectement demandé un match contre Triple H. Apparemment, il avait déjà fait il avait déjà un petit peu teasé, ou il avait déjà fait la demande, ou peut-être non officiellement, mais en tout cas, voilà, il voulait ça et il a obtenu finalement. Oui, mais après, voilà, je voudrais revenir sur l'idée que le match, il pouvait être intéressant parce que voilà, il y a eu des bons moments, notamment Triple H qui arrache le piercing de Batista. Je suppose que c'est un faux parce que bien sûr. Il a pas saigné du nez. Mais au tout début, Batista. c'était marrant. Au tout début, quand tu vois Triple H qui fait son sourire comme ça, qui rigole, tu sais, avec sa pince et tout, on avait l'impression de voir le Triple H de DX, tu vois, qui se marrait. Ça reste Triple H, donc évidemment. Oui, mais bon, comme il avait été intronisé 2 jours avant, tu vois, il joue un petit peu son personnage de DX, donc. Mais je trouve que Batista a un petit peu perdu la main quand même durant ce match. Je trouve que le match est un petit peu long. Oui, il est long, oui. Et ça manque un peu de rythme. Il est long et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage aussi de terminer avec une distraction de Ric Flair. Oui. Voilà, Ric Flair pouvait être présent aux abords du ring sans forcément intervenir, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était un match qui était assez long, mais intéressant parce qu'ils avaient rien à prouver. Ils ont fait le job. Ouais, voilà, ils ont fait un beau match. C'était 2 grands noms. Voilà, je pense qu'on peut pas leur demander. Pareil que pour les autres matchs, c'est pas parce que c'est Batista contre Triple H que c'est exceptionnel. C'est pareil que pour les autres matchs. Il était bon, divertissant sans être exceptionnel. Oui, voilà. Mais il se regardait bien, d'autant plus qu'on retiendra qu'au final, c'est pas Triple H qui raccroche les bottes, mais c'est bel et bien Batista qui a annoncé sur Twitter que c'était son dernier match. Oui, c'est aussi quand même dommage que pour son tout dernier match, Batista se casse la gueule en rentrant sur le ring. Ah oui, D'ailleurs, le pauvre, il a fait 3 fois le tour du ring pour remonter sur le ring et repasser sous les cordes pour vérifier qui se cassait pas la gueule. Ça, c'est pour les DVD WrestleMania. À mon avis, ils vont éditer ce moment-là pour qu'il remonte. Sans doute, ouais. En tout cas, Botchamania, eux, ils vont le reprendre, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, match intéressant. Mais par contre, le match suivant nous a un petit peu, enfin moi pour ma part, m'a un petit peu déçu. C'est le match d'adieu entre Baron Corbin et Kurt Angle. Victoire de Baron Corbin. Donc tu étais le seul à parier cette victoire, mon cher Thibaut. Je pense que ça semblait legit pour Baron Corbin. Alors, je suis pas un énorme fan je suis pas un fan du tout de Baron Corbin. Je me reprends quand même. Je suis pas un fan du tout de Baron Corbin. Pour moi, c'est une armoire à glace qui a que des finishers dans son arsenal de coups. Parce que entre le Deep Six, le End of Days, il a un chokeslam backbreaker aussi. La majorité de ses coups, c'est presque que des finishers. Et
Et j'aime vraiment pas justement son style vestimentaire aussi. Depuis qu'il est devenu général manager, on a l'impression qu'il catch que en chemise et en pantalon. Non, c'est le personnage qui veut ça, je pense. C'est le personnage qui veut ça, mais bon, c'est bon. T'as eu ta chance en général manager, maintenant c'est fini. Reprends ton collant et va recatcher, s'il te plaît. Arrête tes conneries. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès pour que justement tout le monde le haïsse. Parce que déjà que c'est un personnage c'est qui littéralement ça. est C'est pas littéralement ça. aimé, Baron Corbin, je pense que là, le fait qu'il ait gagné, tout le monde le détestait, quoi. Donc c'est encore littéralement- plus. c'est littéralement ça, et je pense que c'était voulu de toute façon. Et puis bon, Baron Corbin, il n'a aucun charisme, quoi. C'est désolant. Alors, est-ce que vous pensez, alors, j'en avais déjà parlé avec toi, Monsieur N, mais je voulais avoir ton avis, Thibaut, est-ce que tu penses que cette fin de carrière, entre guillemets, c'est un peu une sorte de vengeance de la WWE pour le fait que Kurt Angle soit parti à la TNA, qu'il ait fait sa petite vie ailleurs? Est-ce que tu penses que ça peut être... Je crois pas, non. Je crois vraiment pas. Je pense que c'est un départ à la Ric Flair, en fait. On le fait faire des matchs. Ric Flair, Écoute, c'était on autre sait. chose, parce que Ric Flair, c'était un match contre Shawn Michaels, c'était intéressant, tu Ouais, vois. je suis d'accord là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça, mais ça a rendu un truc complètement fat face à un adversaire qui ne valait pas forcément le coup. Pour moi, quitte à le faire perdre, ils auraient dû le faire perdre contre John Cena, tu Ouais, vois, je pour suis d'accord là-dessus. boucler la boucle. Mais Étant donné justement, que John Cena a fait ses débuts face à Kurt Angle. Et justement, on va parler justement du WrestleMania Moment où Baron Corbin se moque de ça. Oui, parce qu'il faisait le You Can See Me. Il faisait le You Can See Me en référence à ça, mais si t'as pas vu les informations, si t'es pas forcément un smark comme nous qui regardons les Qui avons connu... qui regardons les informations comme quoi John Cena aurait dû affronter Kurt Angle, les gens qui voient le You Can See Me de Ils Baron comprennent Corbin, pas. ils comprennent pas. Non, Donc c'est pas très subtil de la part de Baron Corbin de faire ça. non. Enfin bref, pour moi ce match il était décevant. Je suis assez quand même impressionné par le fait que Kurt Angle est capable de faire un moonsault à son âge. Parce que quand on a Oui, vu c'est ces vrai. derniers matchs qui sont pas très bons, le voir faire un moonsault c'était quand même impressionnant. Mais à part ça, j'aurais préféré mieux quoi. Et toi, Monsieur N? Je rajouterai pas grand chose à part le fait que c'est très décevant comme match. D'autant plus que moi, ce qui m'exaspère un peu, c'est que logistiquement, on avait les moyens de faire un John Cena Kurt Angle. Bah oui. Puis, quitte à faire revenir John Cena dans son ancienne gimmick. Ouais, moi je autant pensais le au faire début qu'ils allaient revenir- le faire revenir en prototype. Voilà, tout à fait. Tu pourrais dans ce cas-là faire un clin d'œil, et là pour le coup, ça aurait été un WrestleMania Moment. Ça aurait Intéressant. été une sortie par la grande porte, Ouais, voilà. quel que vrai. soit le résultat. Même C'est si le vrai. match, il serait resté mineur, parce que, qu'on se le dise, Kurt Angle, Ouais. il a baissé de régime. Hein. Ouais, il a vieilli, Ces il a vieilli. derniers temps, ses matchs étaient plutôt très difficiles Depuis pour lui. qu'il est revenu à la WWE, ces matchs. Ouais, ils sont plus que moyens. Mais Et déjà que ça m'a étonné de le voir catcher pratiquement à tous les Raw. Mm. Pendant non, un oui, moment, c'est c'était un peu assez impressionnant. Mais voilà. Donc après, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut gérer ça. Au début, je n'y croyais pas. Jusqu'à la fin du match, je ne croyais pas que Baron Corbin allait être le seul et l'unique opposant de Kurt Angle. Et Et le au pire, final, j'ai été très déçu. Et le pire, c'est qu'avant d'entrer à la WWE, il a fait beaucoup de matchs en indie, Kurt Angle, et notamment à la boîte Culture Pro Wrestling, avec un match face à Alberto Del Rio, Alberto El Patron. Et le match était plutôt cool. Et il était quand même en forme. Et là, depuis qu'il est arrivé à la WWE, je sais pas, il a eu une baisse de régime. C'est dommage, c'est un peu dommage. Voilà, même le lendemain au Raw, il se fait attaquer. Voilà, c'est une sortie par la petite porte. Bon, faut pas oublier que c'est un Hall of Fame quand même, donc Oui. il a du respect. On a du respect pour lui, mais c'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça. Bon, on va pas tergiverser plus là-dessus. On va enchaîner avec un match très intéressant pour le titre intercontinental entre Bobby Lashley et Finn Balor. Alors je pense que le blanc veut tout dire. Ça me laisse un peu sans voix. En fait, je suis content pour Finn Balor parce que Oui, voilà, on est tous contents pour parce Finn que Balor. voilà, mais bon. c'est Finn Balor. Mais bon, ça fait partie des rivalités qu'il fallait qu'il termine depuis un bail parce que voilà, Finn Balor, Bobby Lashley, on s'en fout un petit peu. Et le seul truc intéressant dans cette rivalité, c'est tout simplement Lio Rush qui fait un travail vraiment de dingue en tant que méchant. Mais bon, voilà, par ça, c'est tout. Et à part l'idée de voir The Demon King, il n'y a pas forcément de trucs intéressants dans ce match. Pour moi, je sais pas pourquoi, je sais pas vous si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression que il y a trop de différence entre le Demon King et le Balor, le Finn Balor qu'on voit habituellement, et j'ai l'impression que en fait c'est un peu bizarre au niveau de son personnage.
vu qu'il est pas assez mis en avant, c'est son personnage de Demon King, finalement, il est pas imposant. Il aurait pu être imposant s'il avait gardé le titre universel au tout début et tout. Mais là, j'ai l'impression que sa gimmick, elle a un peu du mal. Tant qu'elle est pas mise en avant, en fait. En vrai, je pense que Finn Balor serait mieux mis en avant s'il avait turné heel. C'est vraiment, et je pense qu'un heel turn ferait vraiment pas de mal à Finn Balor parce que ça fait plusieurs années, depuis qu'il a débuté à la NXT, il était face pendant pas mal de temps. Remarque, c'est toujours possible un heel turn de Finn Balor. Ça risque d'être compliqué parce que là maintenant, tu sais, il est avec ce mouvement de The Balor Club et The Balor Club is for everybody. Oui, enfin c'était avant WrestleMania. Ça c'était avant WrestleMania et on aura le shake-up lundi prochain. Ça se trouve, il va changer de show et il va turner heel. Bah peut-être, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec son mouvement de Balor Club qui est pour tout le monde, même les communautés LGBT, c'est ce qu'ils proclament depuis plusieurs années maintenant. Turner heel et se prétendre parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le Demon c'est quand même le Demon King avant tout qui est le plus mis en avant parmi ces deux personnalités, donc je pense que ce serait plus logique en tant que heel. C'est surtout qu'il a eu énormément de mal à remonter la pente depuis sa blessure et sa perte forcée du titre universel. En plus, ce que j'ai pas compris moi dans cette rivalité face à j'ai perdu son nom. Bobby Lashley. Merci Bobby Lashley. C'est pourquoi on lui a fait gagner le titre si c'est pour le reperdre juste avant WrestleMania. Il n'y a rien de pire à faire que ça. Et ça c'est une mode. C'est comme avec Charlotte. Pourquoi ça c'est pour faire gagner le titre à WrestleMania. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que ça c'est une manière de faire qui pour moi tue les storylines dans l'œuf en fait. Ça m'agace. Oui, parce que ça augmente le compteur de championnat pour le mec. Ok, d'accord. Et pour puis le les titres champion. Ils n'ont plus aucune valeur. Parce qu'on arrive à WrestleMania, on fait t'as gagné le titre. Mais c'est plus parce que t'as bossé. Non. C'est plus parce que tu t'es cassé le cul. Pour c'est limite on se l'échange. C'est ça. On donne. C'est un peu comme nous les matchs à la piscine, quoi. On s'échangeait nos titres. Quoi. C'est ça. Un match sur deux. La réalité, quand on se battait dans le jardin et que on faisait un match de titres. On donne des titres et ça c'est ce qui me gêne énormément ces dernières années. C'est que on donne les titres mais on les gagne. Enfin les catcheurs ne les gagnent plus. Non. Et ça moi ça me gêne énormément. Non, mais c'est le même ressenti que j'avais avec cette Rollins. Je suis totalement d'accord avec toi. Après ça serait. On lui a donné le titre. Mais il n'a pas gagné. Et ça me gonfle. Après, je tiens à dire que c'est que. Après, ça serait que la WWE soit une méritocratie, qu'il il te donne le titre pour ton travail. Non, mais, il fut un temps. Il fut un temps. Mais. Les titres. Je vous parle d'un temps. Le titre intercontinental, sans déconner. Le titre intercontinental, à l'époque, on sait très bien que c'est scénarisé. Oui. Mais des champions comme Bret Hart, il était synonyme de bosseur, ce gars. Oui. Enfin, avant, il y avait des gars qui n'ont même pas brillé, forcément, mais qui ont réussi à briller, à rester dans la mémoire de grands catcheurs de la WWE, uniquement parce qu'ils étaient assimilés à ces bosseurs qui ont tout fait pour décrocher un titre qui restait un règne plus ou moins mémorable. Là aujourd'hui, n'importe qui peut avoir le titre intercontinental, j'ai l'impression, n'importe qui peut avoir le titre États-Unis. Ça me désole un petit peu quand on voit ça. Oui, mais je suis d'accord là-dessus un peu. Mais je suis un peu d'accord là-dessus. Et Finn Balor, il n'y échappe pas. Non, oui, malheureusement. Il échappe pas. Mais après, je pense que c'est le travail de sa gimmick. Déjà, moi, je tiens à faire une opinion personnelle qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je suis pas fan du Demon King. Je suis pas fan de l'idée. D'accord. Je suis pas fan de l'idée. Pour moi, c'est la version américaine du Great Muta, avec Keiji Muto qui se transforme en Great Muta. Oui. Parce que pour moi, le Demon King, c'est littéralement en fait un maquillage que faisait Prince Devitt quand il était encore Prince Devitt dans le circuit indépendant et qu'il mettait à tous les matchs. Quoi. C'était pas forcément une gimmick. Après, le personnage est quand même assez intéressant, d'autant plus qu'on a l'impression qu'il y a un catch aussi, un style qui est différent entre Demon King et le Finn Balor classique, quoi, au niveau du. Oui. Déjà, rien qu'au niveau de la gimmick, c'est assez intéressant de voir je veux bien, mais ça voudrait dire que voilà, Finn Balor est gentil, le Demon King est méchant, et ça. Ouais. Et justement, après, c'est ton avis, quand on essaye d'avoir un Finn Balor, quand on essaie d'avoir un Finn Balor intéressant, et ben c'est compliqué, et t'es obligé de faire appel au Demon King pour que ce soit impressionnant, quoi. Et on dirait qu'il dépend du Demon King pour être impressionnant, quoi. Non, mais je te rejoins là-dessus. Mais bon, ça, on verra ce qu'il réserve pour la suite en tant que champion intercontinental. Et on va terminer avec le main event, le gros morceau du pay-per-view. Le match pour le titre, pour les deux titres de Raw et SmackDown championne féminine. Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch, Triple Threat.
Messieurs, votre avis sur le match? C'est dommage que ça termine sur un tabou, quoi. Parce que c'est WrestleMania, ils ne devraient pas terminer justement sur un truc controversé comme ça. Ils l'ont fait pour Seth Rollins quand il a caché le Money in the Bank, mais au moins ça avait le mérite d'être un gros rebondissement. Mais là, l'idée que ce soit que le match se termine sur une controverse avec Ronda Rousey qui kick out alors que l'arbitre il continue de taper 3. Je pense que c'est voulu. Oui, c'est sans doute voulu, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est dommage de terminer là-dessus. C'est dommage de terminer là-dessus, c'est un cheveu dans la soupe, quoi. Et toi, monsieur N, qu'est-ce que tu as? Je suis du même avis que Thibaut, c'est-à-dire que le match en soi était très intéressant. Oui. J'ai trouvé que c'était propre. Alors j'étais très content de voir le premier main event féminin de l'histoire. Tout premier main event féminin. Et je trouve que le match était propre, les principales lutteuses étaient vraiment toutes très à fond dans ce match. C'était vraiment sympa. En plus, les femmes, elles en veulent, parfois même plus que les hommes. C'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, surtout qu'elles avaient bien teasé le match aussi. La rivalité était bien. Était bien menée. Une des meilleures rivalités de ces derniers mois. Tout à fait. Après, c'est vrai que la victoire de Becky Lynch, perso, moi je pensais que ça allait être elle parce que je trouvais que c'était un peu téléphoné quand même par moment. Un petit peu, ça semblait logique. Sans titre, ça paraissait tellement logique qu'on s'attendait pratiquement à voir limite soit Ronda conservée pour l'effet de surprise, soit surtout Charlotte Flair. Refaire ce qu'elle avait fait l'année passée avec notamment Asuka quand elle a réussi à la détrôner, et du coup on se dit éventuellement ils peuvent nous tromper et faire en sorte que Charlotte encore une fois remporte et vole le Graal. tout, quoi. Et au final Becky Lynch, c'est très intéressant, c'est très mérité, vraiment une attitude très badass. Après c'est vrai que la fin du match, elle est... Moi, ce que je reproche à la fin du match, c'est pas tellement l'issue, c'est-à-dire la controverse, parce qu'apparemment le résultat avait fuité 3 jours avant le show, les plans avaient fuité. Par contre, ce que je reproche un petit peu plus, c'est la fin. En fait, c'est l'enchaînement de la fin. Je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui s'est passé. Non, c'est pas une fin type WrestleMania en fait. Oui, c'est ça. C'est pas une fin type WrestleMania parce que pour moi, ça aurait été une fin type WrestleMania si Becky Lynch avait fait abandonner Charlotte Flair ou Ronda Rousey. Oui. Là, ça aurait été impressionnant. Ça aurait été une victoire plus intéressante pour elle. Parce que déjà que de base, le match qui avait lieu vers minuit aux États-Unis, le public, ils n'étaient pas forcément très à fond. Peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à un main event féminin, et je trouve ça dommage parce que c'était un très beau match et tout, mais les gens ils devaient être claqués, ils n'étaient pas à fond dans le match, ils n'étaient pas. Je pense que ça a joué énormément dans l'ambiance générale du main event. Ouais, tout à fait. Parce que là, ils avaient quoi, près de 8 heures de show. 8 heures de show, ouais. Donc, au bout de 8 heures, mais comment tu veux faire un show qui dure 8 heures, c'est pas possible. Mais c'est marrant en plus, la WWE a le chic pour créer des innovations justement dans la division féminine, mais à chaque fois il faut qu'ils fassent tout pour la ruiner en fait, parce que on a eu le premier Money in the Bank féminin, ça a été remporté par Carmella qui est pas la meilleure représentatrice de la division féminine. C'est vrai. On a eu cette année on a le main event pour le titre, enfin les 2 titres féminins, et ça termine sur une controverse. Qu'est-ce qui se passe à WWE ? Qu'est-ce que vous essayez de dire, quoi ? C'est ça que... Après, je pense pas que la controverse en soi non plus enlève du mérite pour Becky Lynch. Non, mais je pense que c'est tout simplement une excuse pour pouvoir les faire affronter à nouveau courant SummerSlam. Je pense qu'il va y avoir un après, ça c'est sûr. Un après, mais en tout cas, c'est vrai que le match dans l'ensemble, je trouvais qu'il était très intéressant. Juste dommage Et encore, vous imaginez si on avait suivi en direct, mais on aurait dormi devant le match parce qu'on aurait été claqué quoi, après avoir enchaîné autant de matchs. Mais bon. D'habitude, on regarde les WrestleMania, mais là, on avoue que là, on n'avait pas forcément le courage de le faire. On est trop vieux pour ces conneries maintenant. Bon, messieurs, on va faire un dernier point par rapport à WrestleMania. Votre note sur le show principal, sur 10. Sur 10. Personnellement, je mettrais un 5. Parce que, donc la moyenne. Parce que la moyenne, les résultats, ils sont, les résultats, ils sont argumentés, ils sont mérités, etc. Mais je trouve que l'organisation et l'ordre des matchs et justement le contenu qu'ils nous donnent, c'est ce qui fait tous les défauts du show, quoi. D'accord. Et toi, monsieur N ? Moi, pareil, je reste sur ma note de 5 que j'avais donnée à l'issue du show. Donc, pareil, 5, c'est-à-dire les résultats intéressants, parce qu'on n'a pas, le résultat très plaisant. Par contre, à l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, c'est très fade. Il n'y a aucun WrestleMania moment vraiment impressionnant. On retiendra quoi de ce show ? Des victoires, mais on ne retiendra pas ce qu'il y a autour.
Donc pour moi, c'est un vrai problème, d'autant plus qu'il va falloir qu'il règle vraiment ce problème de nombre de matchs, parce que 16 matchs sur une carte de 8 heures, et puis bon, la durée aussi, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Quoi. Beaucoup trop long. Donc vraiment, un WrestleMania très moyen pour moi cette année. D'accord. Ah oui, d'accord. Bah, ok. Moi, je dirais 6, parce que même si je suis déçu de certains résultats, je trouvais que c'était quand même on a quand même eu des WrestleMania qui étaient beaucoup plus scandaleux que ça. Au niveau des résultats, au niveau de main event. Qu'on soit d'accord d'une chose, il surpasse celui de l'année dernière, ça c'est sûr, Ouais. mais je trouve que dans tous les cas, ça fait pas forcément Bah, pour un moi, il excellent surpasse WrestleMania. aussi WrestleMania 32, enfin, il surpasse beaucoup de WrestleMania. Mais en tout cas, je trouve que malgré ce problème de beaucoup trop de matchs singuliers, que j'arrêterai pas de reprocher de la durée du show, je pense que les contenus du match, voilà, il y a certains contenus qui étaient intéressants, et aussi, rien que pour la victoire de Kofi Kingston et le match Kofi Kingston et Bryan, qui je trouve était un très bon match WrestleMania. Messieurs, merci à vous. Bah, il n'y a pas de souci. Merci. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Out of the Ring Podcast. À plus les amis. Ciao. Ciao. Salut.